merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Bienvenue. Je suis Aline Éringer, chef de projet intelligence économique à Valor. Donc, l'un des axes stratégiques de notre interprofession, c'est de mieux connaître la filière, son marché, les enjeux de compétitivité, d'où l'intérêt de mener cette étude pour quantifier, suivre l'activité des entrepreneurs du paysage et comprendre les dynamiques qui rentrent en jeu. Je vais passer à présent je vais laisser la main à Margot de l'UNEP. Merci Aline. Bonjour à toutes et à tous. Donc Margot Michaud, je suis en charge notamment des affaires économiques au sein de l'UNEP. Donc l'UNEP, Union nationale des entreprises du paysage, c'est l'organisation professionnelle représentant les entreprises du secteur reconnues par les pouvoirs publics. Nos missions consistent à défendre et promouvoir les intérêts de l'ensemble du secteur du paysage, mais également d'informer et accompagner nos plus de 4000 adhérents dans leur vie d'entrepreneur, que ce soit sur les questions techniques, environnementales, sociales ou économiques. Et donc, l'étude sur les chiffres clés du paysage qu'on présente aujourd'hui est réalisée tous les 2 ans en collaboration avec Valor et grâce à la participation des entreprises du secteur qui fournissent leurs données au cours de l'enquête menée par Xerfi. Et le rapport de cette étude ainsi que le replay de ce webinaire seront transmis à l'ensemble des participants par la suite. Donc, cette étude s'inscrit dans les travaux menés par la Commission économique de l'UNEP afin d'assurer le suivi économique du secteur. Et je laisse la parole à Nicolas Leroy, actuel président de cette commission, afin de vous en dire plus. Bonjour à tous et merci de votre présence et de votre attention. Donc, effectivement, moi, je suis élu au Bureau national de l'UNEP en charge des affaires économiques. Je dirige une entreprise en Mayenne d'une centaine de personnes et donc j'ai le plaisir de participer à la présentation de ces chiffres clés-là aujourd'hui. Cette étude-là, elle est d'importance et elle est significative et elle est stratégique pour l'UNEP parce que la vocation de notre organisation est de défendre les intérêts de l'ensemble de la filière du végétal et des entreprises du paysage en particulier. Et on a besoin structurellement de connaître l'évolution et la situation économique de notre marché. On en a besoin à différents moments. On en a besoin bien évidemment dans nos actions portées auprès des institutions publiques, ministères et autres, dans la défense des intérêts de la branche et de la profession. On a besoin de données et de connaissances établies. On en a besoin également dans le cadre des négociations paritaires avec les différents organismes dans la revalorisation des salaires, dans la filière de la santé économique de notre secteur. Et de manière générale, de façon à pouvoir faire la promotion et participer à la défense des intérêts de notre métier. Cette étude-là s'inscrit effectivement, comme l'a dit Margot, dans une dynamique d'enquête toutes les 2 ans, dans laquelle on balaye un grand nombre de données qui sont liées à la fois à la segmentation des marchés, à la fois à la connaissance stratégique des investissements, du climat social des entreprises, ce que Laurent Frelat du cabinet Xerfi, qui nous accompagne depuis de nombreuses années maintenant, va se faire un plaisir de vous présenter, de vous éclairer et de vous détailler dans les minutes et instants qui suivent. Et nous sommes à votre disposition pour échanger et répondre à vos questions via les 2 outils de questions et de chat qui sont à votre disposition. Très bien, je prends donc le relais. Comme ça vient de vous être annoncé, donc moi je suis Laurent Frelat, je suis directeur général de Xerfi Spécifique. C'est l'entité au sein du groupe Xerfi qui se consacre aux études à la demande, aux études sur mesure. Le groupe Xerfi, vous connaissez peut-être, c'est le leader en matière d'études économiques en France aujourd'hui, avec à la fois une activité d'études en catalogue, études sur étagère et d'études à la demande, donc que je représente aujourd'hui. Je vais vous présenter ces résultats, je vais vous partager bien évidemment un document. Nous sommes effectivement, comme cela vient d'être évoqué, un partenaire de longue date, tant de Valor que de l'UNEP. Et nous travaillons effectivement à la présentation de résultats tous les 2 ans suite à cette très grosse enquête qui est menée sur les entrepreneurs du paysage, et nous fournissons également régulièrement des informations sur l'évolution de l'activité de la profession d'un point de vue conjoncturel sur la base d'un baromètre qui est réalisé 2 fois par an.
Le sommaire, très rapidement, de ce qui va vous être présenté. On fera un petit rappel méthodologique rapide qui permettra de bien comprendre d'où sont issus les résultats que je vais vous présenter. Et puis, il y aura deux grandes parties. La première, c'est le positionnement économique de la profession, avec essentiellement des données de dénombrement et de caractéristiques des entreprises. Et puis, un volet également sur l'emploi et les conditions de travail, qui, là, permettra effectivement de connaître la structure de l'emploi, les mouvements de personnel, et des données relatives aux conditions de travail. Le petit préambule méthodologique, il est quand même important. C'est une opération au long cours. Une opération au long cours, cette étude, puisqu'elle a démarré fin mars 2025 avec tout ce qui concerne la phase préliminaire, à savoir tous les recueils de fichiers, d'annuaires nécessaires à la réalisation de l'étude, l'actualisation et la programmation des questionnaires et également l'adressage de ces questionnaires à partir de fin mars 2025, adressage auprès de 19 800 entreprises, la totalité des adhérents de l'UNEP, quelques 3 100 entreprises et quelques 16 700 non-adhérents. Gros travail derrière de mobilisation des entreprises pour qu'elles remplissent les questionnaires et qu'elles nous les renvoient. Travail également d'enquête en direct sur les plus petites structures, travail également de vérification des questionnaires qui nous ont été retournés, puisqu'on est donc sur une approche qui mixe l'envoi web et le recueil par téléphone, donc vérification des questionnaires qui nous ont été retournés, et rappel éventuel pour questionnaire incomplet, cohérence des réponses qui n'est pas parfaite, etc., etc. À l'issue donc de cette période de collecte des informations qui a duré jusqu'à la fin du mois de juillet, nous sommes parvenus à récupérer 1084 questionnaires, qui correspondent à quelques 10 360 salariés. Et j'attire votre attention là-dessus parce qu'on est sur un taux de représentativité salariée, vous le verrez dans un instant, qui est supérieur à 9%, presque 10% effectivement de la population salariée. Et compte tenu des caractéristiques que je vais vous présenter dans un instant, de très forte atomicité des entreprises de cette profession, on est sur des taux de participation et de représentativité qui sont particulièrement élevés. Toutes les données qui vont vous être présentées ne sont pas déformées par une éventuelle sur- ou sous-représentation de telle ou telle catégorie d'entreprise, notamment en termes de strate de taille ou de répartition géographique. Tous les résultats ont été redressés sur la base de statistiques officielles, les statistiques MSA pour toutes les données métropoles et les statistiques de la CGSS et de l'URSSAF pour la partie relevant des DOM. Voilà. Ça vous permet de comprendre comment ont été construits ces résultats. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le premier volet sur le positionnement économique de la profession. Tout d'abord, les données de dénombrement. Des données de dénombrement qui sont donc issues des deux sources statistiques que je viens d'évoquer. À l'issue de l'année 2024, on compte quelques 33 550 entreprises en 2024. 33 550 entreprises, à raison de 61,5% des entreprises qui relèvent de la catégorie des non-employeurs, les entreprises à 0 salarié, 20 700 entreprises. Donc, effectivement, une part de ces entreprises à 0 salarié considérable. Des entreprises à 1 à 5 qui représentent 23,5% de l'ensemble et 6 à 9, 7%. Vous voyez, effectivement, quand je parlais tout à l'heure d'atomicité de la profession, on est ici sur quelque chose qui, effectivement, contrairement à beaucoup de professions, même de nature, effectivement, nécessitant une implantation locale, on est effectivement ici sur un marché qui est constitué d'une multitude de petites structures et d'un nombre finalement très restreint de structures d'une taille, je dirais, conséquente, puisque les 50 salariés et plus, on ne dénombre aujourd'hui que 180 entreprises sur l'ensemble de la France métropolitaine et des DOM. Ce qui est éminemment marquant, c'est la progression de ce nombre d'entreprises. Si on prend un petit peu de recul,
Depuis 2014, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans une période, effectivement, de globalement tendance haussière, plutôt de croissance, avec un petit creux, effectivement, l'année 2017. Les statistiques qui vous sont présentées ici sont donc mises à jour tous les 2 ans, comme vous l'aurez vous-même compris. Mais on est sur une dynamique qui est relativement modeste. Virage à partir des lendemains de la crise Covid, puisqu'on était déjà sur une croissance de 2% entre 2019 et 2020, mais vous voyez qu'à partir de 2021, 2022, 2024, on est sur une accélération très forte du nombre d'entreprises qui ont été créées. Et là, on est donc sur, dernière statistique disponible, entre 2022 et 2024, une croissance de 3,5%, aussi bien sur la partie France métropolitaine que sur la partie DOM. Ventilation de ces entreprises sur le territoire national, bien, ce qui ressort, c'est effectivement des résultats qui sont assez atypiques. Assez atypiques en ce sens que l'Île-de-France est totalement sous-représentée. Elle ne pèse ici que pour 7% du total des entreprises présentes pour une population résidente de l'ordre de 18% et un poids économique de l'ordre de 20%. Sous-représentation également de la région Hauts-de-France. Et à l'inverse, on va trouver effectivement une région PACA qui se distingue avec 16% des entreprises qui sont dans cette région pour seulement un petit 7,5% de la population résidente. Alors, cette caractéristique de la région PACA, on la retrouve dans beaucoup de secteurs d'activité. La région PACA se caractérise par une multitude de petites sociétés, de petites structures, mais comme on va le voir tout à l'heure, ça n'est pas seulement dû à cet effet. On va également retrouver des résultats qui font la part belle à la région PACA en termes de nombre d'établissements ou en nombre de salariés. Je brûle un tout petit peu les étapes. Vous noterez quand même le poids conséquent de certaines régions également. La région Rhône-Alpes qui pèse pour 13,5% de l'ensemble, donc un poids très légèrement supérieur à son poids en termes de population résidente. Et même chose pour la région Bretagne à 7,5% versus quelques 5% de la population résidente. Répartition de nos 33 550 entreprises selon l'année de création ou de reprise, bien là, ce qui apparaît de façon flagrante, c'est la jeunesse, effectivement, des entreprises de la profession. 37,5% d'entre elles n'existaient pas avant l'année 2020. On est donc effectivement sur une proportion très importante d'entreprises récentes. Vous noterez également que si on remonte pas si loin que ça, à moins de 10 ans, 2016 à 2020, il y a 22% des entreprises qui ont été créées pendant cette période. Et ce que traduit le tableau que vous trouvez à droite de cette diapositive, c'est le fait de façon assez logique et naturelle que ce sont essentiellement les plus petites structures qui sont les plus récentes. Les structures de taille plus ancienne, elles, de taille plus importante, relevant d'une ancienneté plus élevée. On est donc effectivement sur une profession jeune, une profession dynamique qui se renouvelle et qui se renouvelle essentiellement par la création de petites structures qui, pour certaines d'entre elles, finissent par monter en taille, effectivement, au fur et à mesure de leur développement. Informations sur les entreprises de services à la personne, les SAP. On est sur un dénombrement à l'issue de l'année 2024 de 6 850 structures, donc SAP. C'est 20,5% de l'ensemble des entreprises de la profession. Et là, vous noterez également une surreprésentation des sociétés de petite taille, 23% d'entre elles, effectivement, 23% des sociétés à 0 salarié sont des entreprises SAP, contre seulement 9% pour les 10-19, 14% pour les 20 salariés et plus. Le résultat de tout ça, c'est une répartition du nombre d'entreprises, des 6 850 entreprises SAP, qui fait la part encore plus belle aux 0 salariés. Elle représente à elle toute seule 69,5% du total de ces structures. On dénombre également 12 650 entreprises qui adhèrent à une coopérative de SAP.
Et si on cumule donc ces 12 650 entreprises aux 6 850 entreprises SAP, on arrive à un total de 19 500 entreprises qui relèvent donc d'une de ces deux structures. Et comme vous pouvez le noter, on est sur des chiffres qui ont décollé à partir de 2020 et qui sont en forte progression de façon systématique désormais à 2 ans d'intervalle. On a aussi posé la question aux entreprises de savoir si elles avaient l'intention d'ouvrir une structure de SAP dans les 2 ans à venir. Et on a obtenu à ce niveau-là 2% de réponses positives, soit quelques 600 entreprises, effectivement, qui auraient l'intention d'aller dans ce sens d'ici 2 ans. Estimation maintenant du chiffre d'affaires profession. Le chiffre d'affaires profession a été estimé à quelques 8,5 milliards d'euros. C'est un chiffre qui est en très forte progression, puisque en l'espace de 2 ans, il a pris 10% de croissance, une croissance qui s'est légèrement atténuée par rapport à la période post-Covid, puisque là, on était sur effectivement un effet de très très vive croissance de la profession. On avait obtenu 21% de croissance entre 2021 et 2022. On aurait été en droit de s'attendre à justement un effet un petit peu de dégonflement de cet engouement pour les entrepreneurs du paysage à l'issue de l'année 2022. Il n'en est rien. On reste donc sur une croissance particulièrement soutenue, et comme en témoigne le graphique que vous avez sous les yeux. Cette croissance de 10%, elle vaut aussi bien pour la France métropolitaine que pour l'ensemble, y compris donc l'outre-mer. Je parlais tout à l'heure de forte atomicité de la profession en termes de nombre d'entreprises, mais c'est bien évidemment de façon un petit peu atténuée. Ça reste très vrai également en termes de chiffre d'affaires réalisé. Vous noterez néanmoins que les entreprises à 0 salarié ne représentent entre guillemets que 9,5% de l'ensemble, mais c'est quand même particulièrement conséquent, évidemment. Et à l'inverse, nos quelques 180 structures de 50 salariés et plus réussissent à peser 12% de l'ensemble du chiffre d'affaires profession. Il n'empêche qu'au-delà de ça, on a plus de la moitié du chiffre d'affaires qui est généré par des entreprises de plus de 10 salariés, une petite moitié du chiffre d'affaires en plus. On est donc toujours, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur une multitude de petites entreprises et une forte dispersion des poids en termes de chiffre d'affaires selon les différentes strates de taille. Ce qui est également à noter, c'est l'analyse du ratio chiffre d'affaires par actif, c'est-à-dire un indicateur d'une certaine façon de productivité au sein des entreprises. On constate des écarts particulièrement importants selon la taille des entreprises, avec de façon évidente une croissance de ce ratio au fur et à mesure que l'on monte en taille depuis les 0 salariés. On est, vous voyez, à 36 000 euros par actif. On monte sur les 1 à 5 à 49 300, 56 500 pour les 6 à 9, 71 100 pour les 10 à 19. On atteint un maximum pour les 20 à 49 à 76 800 euros par actif. Et on redescend de façon assez inattendue. Sur les 50 salariés et plus, on retombe à 58 200 euros, avec une moyenne qui globalement s'établit à 60 600 euros. Le phénomène que je viens de vous décrire, il n'est pas récent. On le constatait déjà les années précédentes, il persiste aujourd'hui et il est dû à plusieurs phénomènes. Il est dû effectivement à une question de productivité pure, et notamment de capacité des entreprises à s'organiser et à travailler de façon peut-être plus efficace, mais en sous-jacent, et on le verra tout à l'heure, ça résulte également du fait qu'en fonction de la taille de l'entreprise, l'entreprise adresse des marchés très très différents qui vont présenter des niveaux de rentabilité également eux aussi très marqués, très différenciés.
Donc ici, c'est important effectivement bien avoir ça en tête. On a ici des niveaux de productivité et de chiffre d'affaires par actif qui sont très, très différents selon la taille des entreprises. Justement, si on rentre maintenant un petit peu dans le détail, le chiffre d'affaires global, donc 8,5 milliards d'euros, il se répartit à raison de 95%, 8,1 milliards d'euros sur des travaux de paysage à proprement parler, et on a un petit 5% d'autres, 5% des travaux d'horticulture, du commerce, de végétaux, des choses diverses et variées. Mais comme vous le voyez, l'essentiel, on est sur effectivement ces travaux de paysage et on est sur un chiffre qui est globalement, même s'il varie d'un petit pourcent, globalement stable d'une période à l'autre. Et selon les tailles d'entreprise également. La ventilation du chiffre d'affaires selon les régions, bien là, on retrouve un petit peu les déformations que l'on voyait tout à l'heure, mais apparaissent quand même, et c'est à souligner, 3 poids lourds en matière donc, de réalisation de chiffre d'affaires. L'Île-de-France, à 12,5% du total, malgré sa sous-représentation, et j'insiste là-dessus, par rapport à la population résidente et par rapport à son poids économique. L'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la plus importante avec 13,5% du total du chiffre d'affaires et qui, elle, bon an, mal an, est légèrement surreprésentée ici en termes de chiffre d'affaires, mais relativement proche effectivement de son poids économique et de sa population résidente. Et puis la région PACA, qui, elle, est totalement surreprésentée avec 12,5% donc, du chiffre d'affaires profession, pour toujours nos petits 7,5% de population résidente. Ventilation maintenant des travaux selon leur type. La création représente 56% du total, les travaux d'entretien quelques 41,5%, et puis on a d'autres activités de paysage qui pèsent aujourd'hui de façon marginale pour 2,5% du total. Vous noterez que sur longue période, ces proportions varient relativement peu, ce qui signifie que la croissance du marché, croissance quand même sensible que j'évoquais tout à l'heure, elle procède effectivement de tous les types de travaux, aussi bien la création que l'entretien. Quels sont maintenant les commanditaires de ces travaux? Vous avez ici la ventilation du chiffre d'affaires donc, selon les commanditaires. Les particuliers représentent pratiquement la moitié des commanditaires en termes de chiffre d'affaires, 49%, 4,1 milliards d'euros, devant les marchés publics à 24,5% et les entreprises privées à 25,5%. Là encore, ce que l'on constate, c'est à partir effectivement du fort développement de l'activité profession, c'est que la part des particuliers s'est sensiblement accrue. Elle a quand même gagné 4 points entre 2018 et 2020. En revanche, la ventilation entre le public et le privé, en termes d'entreprise privée et le public, a relativement peu évolué, même si on voit effectivement la part du privé augmenter très légèrement, notamment en 2022 et confirmation donc en 2024. Je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'indicateur de productivité, du chiffre d'affaires par actif. On est sur une ventilation donc, selon les commanditaires qui varie considérablement selon la taille des entreprises. Vous voyez que sur les 0 salariés, par exemple, 80% du chiffre d'affaires émane de travaux réalisés pour des particuliers. Les entreprises privées pèsent pour 15% du total et on a une partie marché public, y compris bien évidemment collectivité locale, qui est très réduite, seulement 4,5% de l'ensemble. Vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on monte en taille d'entreprise, on a une déformation qui s'opère avec une place de moins en moins importante des particuliers jusqu'à, vous le voyez sur les 50 salariés et plus, une place qui est seulement de 5%.
une place qui augmente de façon très conséquente des entreprises privées, qui atteignent 36% au maximum, donc dans les 50 salariés et plus. Et puis aussi et surtout, parce qu'elles partent d'encore plus bas, des marchés publics qui effectivement voient leur part atteindre 58% du chiffre d'affaires des entreprises de 50 salariés et plus. La part de la production propre de végétaux dans le chiffre d'affaires, elle reste très modeste. Elle était de l'ordre de 1% les années précédentes de cette enquête. Elle l'est encore à l'issue de l'année 2024. La part de l'achat de végétaux dans le chiffre d'affaires est de 7%, en légère progression par rapport aux chiffres qui avaient été enregistrés précédemment. Et on a une répartition des achats de végétaux qui aujourd'hui fait la part belle effectivement à l'approvisionnement local en France, 69%, mais on a quand même aussi 28% d'achats directs à des producteurs étrangers. Vous avez ici la répartition du nombre d'entreprises qui interviennent sur les différentes activités qui sont listées ici. Ce qui en résulte, c'est qu'en termes d'activité principale, c'est la création de jardins et d'aménagements paysagers qui recueille le plus grand nombre d'entreprises, on est à 52% des entreprises, quelques 17 550 entreprises qui déclarent comme activité principale la création de jardins et d'aménagements paysagers. On est sur 62% qui déclarent comme activité principale l'entretien de jardins et d'aménagements paysagers. On retrouve donc bien ces deux activités citées comme activité principale. En activité annexe, on va trouver à nouveau, bien évidemment, ces deux types d'interventions, mais on va trouver également de l'installation d'arrosage intégré. On va trouver également de l'élagage qui est proposé comme activité secondaire par 36% des entreprises. Et au global, qu'il s'agisse d'activités principales ou secondaires, vous voyez qu'on est sur une très grande majorité, au-delà de 80%, 88,5% exactement, d'entreprises qui interviennent sur de l'entretien de jardin, 77% sur de la création. Et les deux postes que je viens d'évoquer et qui arrivent donc en second plan, c'est quand même 32,5% pour l'arrosage et 52,5% pour l'élagage. Les autres activités, elles, sont nettement plus marginales, même si on atteint quand même des taux qui sont compris entre 10 et 20% pour tout ce qui va concerner le paysagisme d'intérieur, les travaux forestiers notamment. Si on regarde l'évolution de ces pourcentages d'entreprises se consacrant aux différentes activités par rapport aux enquêtes réalisées précédemment, on s'aperçoit qu'il y a assez peu de changements concernant la toute première activité, à savoir l'entretien de jardins et d'aménagement paysager. On est sur des chiffres qui n'ont pratiquement pas bougé. On est sur des chiffres qui ont progressé concernant la création à partir de la période post-Covid. On est sur une progression sensible du nombre d'entreprises qui se consacrent à l'élagage. On est sur une stabilisation versus 2022, après une forte progression par rapport à 2020 de l'installation d'arrosage intégré. Et on est en revanche sur une modération des nombres d'entreprises qui interviennent sur du paysagisme d'intérieur. Même chose pour la végétalisation des bâtiments, même chose pour les travaux forestiers et de reboisement. On est sur une stabilisation, voire même très légère contraction, effectivement, du pourcentage d'entreprises qui se consacrent à ces activités. Les autres activités plus marginales et qui sont là aussi sur des pourcentages d'entreprises globalement plutôt stables versus 2022 pour la création de terrains de sport et de golf. Les travaux de génie écologique et génie végétal, plutôt en légère progression, mais qui restent quand même sur des taux relativement faibles, 7%, et l'éco-pastoralisme qui émerge, passant tous les 2 ans, gagnant pour l'instant un petit % supplémentaire.
Les investissements. Une information d'abord sur le pourcentage d'entreprises qui ont procédé à des investissements au cours de l'année 2024. Et on est sur 70% des entreprises, ce qui, compte tenu de la structure de la profession et du nombre important de petites sociétés, correspond à un niveau important en pourcentage d'entreprises. Et d'ailleurs, si on se réfère aux résultats des enquêtes précédentes, on s'aperçoit qu'effectivement, 70%, c'est le niveau le plus haut jamais atteint. Il est proche, évidemment, de celui de 2022, mais comme vous pouvez le constater, on est sur des niveaux qui sont sensiblement plus élevés que ceux observés à l'occasion des enquêtes 2014 et 2016. Ce taux augmente bien évidemment avec la taille des entreprises. Il passe de 66% pour les 0 salariés, ce qui est considérable, à 96%, la quasi-totalité des 50 salariés et plus. Et toujours en pourcentage d'entreprises ayant réalisé ces investissements, il concerne essentiellement du matériel de chantier, c'est le cas de 94% de celles qui ont procédé à un investissement. Il concerne pour pratiquement une entreprise sur deux à de l'achat de véhicules. Et puis, on est sur une entreprise sur 5, en gros, qui, elle, a consacré des investissements à du matériel informatique. Nombre d'entreprises, oui, mais qu'est-ce que ça représente en termes de montant et de proportion du chiffre d'affaires? On est sur 7,5% du chiffre d'affaires, un chiffre qui, là aussi, est le plus élevé jamais enregistré à l'occasion de ces enquêtes. C'est quelques 640 millions d'euros qui ont été consacrés à l'investissement en 2024. Et comme vous pouvez le constater, l'effort d'investissement est plus conséquent dans les petites structures qu'il ne l'est dans les grosses, puisque pour les 0 salariés, on est sur 12,5% du chiffre d'affaires et 9,5% pour les 1 à 5. En termes de répartition, en montant, on a quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'évoquais tout à l'heure. Si l'essentiel des entreprises qui investissent se sont consacrées à l'achat de matériel de chantier et d'outillage, ça représente que, entre guillemets, 49% du total des montants investis, le poids des véhicules étant surreprésenté par rapport au nombre d'entreprises, puisque ça représente 40% des montants investis. La part des investissements destinés à mieux respecter l'environnement, ou diminuer les nuisances, ou améliorer l'environnement de travail des salariés, c'est quelques 200 millions d'euros et c'est 31% des investissements qui ont été réalisés au cours de l'année 2024. On est sur une proportion ici qui est légèrement inférieure à celle de 2022, on peut même dire significativement inférieure à celle de 2022 et même de 2020, mais attention, sur un montant investi plus élevé, donc la diminution, effectivement, ne peut pas être contestée, mais elle doit être relativisée, effectivement, en termes de montant. Voilà, j'en ai fini avec ce volet sur la situation économique de la profession. Et si vous le voulez bien, nous allons passer à la partie emploi qui est éminemment importante, puisque c'est évidemment une variable clé pour faire valoir également, notamment vis-à-vis des institutionnels, des pouvoirs publics, le poids de la profession. La profession, à l'issue au 31/12/2024, qui est la date donc choisie pour procéder à tous ces dénombrements, c'est quelques 140 300 actifs, 140 300 personnes. Pour l'essentiel, bien évidemment, il s'agit de salariés, 80% d'entre eux, 20% de non-salariés, et évidemment une répartition en fonction des tailles d'entreprise, une ventilation salariés-non salariés qui où les salariés tiennent une part de plus en plus importante au fur et à mesure que l'on monte sur les strates de taille. Ça, c'est quelque chose de tout à fait attendu et logique. Nos 140 300 actifs, là encore, ils se répartissent par strate de taille et traduisent une fois de plus donc la très forte atomicité
de la profession, on a 15% des actifs qui relèvent de la catégorie 0 salarié, 17,5% pour les 1 à 5, 14% pour les 6 à 9, les 10 à 19 sont à 17%. Et pour autant, vous voyez que malgré leur faible nombre, les 20 à 49 salariés représentent 23,5% de l'ensemble et nos 180 entreprises de 50 salariés et plus, c'est quand même 18 250 actifs, c'est quelques 13% de l'ensemble des actifs de la profession. Évolution du nombre d'actifs. L'évolution du nombre d'actifs, je dirais qu'elle est conforme à ce que l'on a pu voir précédemment en nombre d'entreprises et surtout en chiffre d'affaires. On est sur une progression du nombre d'actifs qui avait déjà effectivement été amorcée en 2018-2019, mais qui s'est accélérée avec la période post-Covid. Et on est donc désormais sur des croissances de 3% par an, 3% entre 2022 et 2023, à nouveau 3% entre 2023 et 2024, pour atteindre ce 140 300, 135 250 si on se limite à la France métropolitaine. La répartition de ces actifs selon les différentes régions, on retrouve, là je ne m'appesantirai pas dessus, mais ce que l'on voyait déjà tout à l'heure en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire nos 3 poids lourds que sont l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le PACA, avec toujours cette position un peu singulière de sous-représentation de l'Île-de-France, de surreprésentation très marquée de la région PACA. Vous avez ici un tableau qui vous présente sur l'ensemble des actifs les niveaux de formation. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que globalement, 12% des actifs sont sans diplôme ou autodidactes, 23,5% CAP-BEP, 36% de bac pro ou de bac ou de BP. On est à 19% de bac plus 2, 6% de bac plus 3 et 3,5% de bac plus 5. À noter justement que ces indicateurs, on voit la part des sans diplôme plutôt s'accroître par rapport à 2018, 2020, 2022. Vous voyez la progression, 9, 5, 13, 11, on est à 12%. On est à l'inverse sur un niveau plutôt bas des CAP-BEP à 23,5% versus un 27,5% par exemple en 2022. À l'inverse, le niveau des bac pro et BP n'a jamais été aussi élevé en proportion. On est à 36% désormais. Et on est sur un niveau globalement stable de bac plus 2, de bac plus 3 plutôt en légère progression et de bac plus 5 également plutôt en légère croissance. Vous avez ici également dans ce tableau qui vous est fourni l'origine des diplômes, avec les diplômes qui relèvent de travaux ou d'aménagement paysager et les autres diplômes de l'enseignement agricole et les diplômes qui ne relèvent d'aucune de ces deux catégories. Ce que vous pouvez constater, c'est que 67% des diplômes, tous niveaux confondus, relèvent des diplômes travaux ou aménagement paysager. 8% relèvent de la catégorie autres diplômes de l'enseignement agricole et on a 13% donc de diplômes généraux, ou émanant en tout cas d'autres secteurs d'activité. Très rapidement, un éclairage sur les non-salariés. Je vais aller très vite sur cette diapo. Ce qu'elle révèle, c'est le fait qu'on a une progression des non-salariés qui est beaucoup plus lente que celle de l'ensemble des actifs et qui, même sur la période récente, voit la contraction du nombre de non-salariés, alors même que, vous l'avez vu, le nombre d'entreprises à 0 salarié progresse, ce qui traduit le fait que dans les entreprises employeuses, le dirigeant choisit de plus en plus fréquemment le statut de salarié aujourd'hui.
Ventilation des chefs d'entreprise selon le genre, 91% d'hommes, 9% de femmes, donc évidemment une très très forte prédominance des hommes. C'est des caractéristiques bien évidemment de la profession de façon générale, mais on le verra dans un instant en passant en revue les salariés. On est ici sur une représentation encore plus forte des hommes qu'au sein de la population salariée dans son ensemble, au niveau donc de ces chefs d'entreprise. L'âge actuel du chef d'entreprise est de 42,5 ans, un âge qui se stabilise après la baisse enregistrée entre 2020 et 2022. Vous noterez par contre, et ça je vous enjoins à vous reporter à l'étude complète pour examiner ces résultats dans le détail, mais il y a de très très fortes disparités d'âge en fonction des régions. On a posé la question à ces chefs d'entreprise de savoir quel était le délai de transmission de leur société qu'ils envisageaient. Et en fait, dans les 10 prochaines années, on a quelques 8000 entreprises, 8050 exactement, qui seraient à transmettre, et quelques 2450 entreprises, effectivement, dont la transmission serait imminente, puisqu'elle serait estimée à moins de 2 ans. L'emploi salarié maintenant. L'emploi salarié, c'est donc 112 400 salariés, on l'a aperçu tout à l'heure. Vous avez ici la ventilation de ces salariés selon les strates de taille, avec évidemment une répartition qui fait la part un peu plus belle aux structures de plus grande taille, mais comme vous pouvez le constater, on reste sur quelque chose qui reste très très peu concentré. On est sur plus de 50%, 55% des effectifs qui sont dans des structures de moins de 20 personnes. Et l'emploi salarié, c'est un petit peu le reflet de ce que je décrivais tout à l'heure en vous parlant des actifs et ensuite des non-salariés. Eux progressent beaucoup plus vite encore que les nombres d'actifs. On est sur 4% de croissance, aussi bien en 2023 qu'en 2024, pour atteindre donc ces 112 400, 107 850 sur la France métropolitaine. Et vous voyez qu'effectivement, il y a quand même assez peu de professions aujourd'hui qui peuvent se prévaloir d'une croissance de leurs effectifs salariés telle que celle que l'on affiche ici depuis le décollage effectivement de l'année 2018. Là encore, j'irai très vite. Ventilation des salariés selon donc les régions administratives, toujours le même constat, avec toujours également une sous-représentation de certaines régions, notamment les Hauts-de-France et dans une moindre mesure la région Grand Est. Je l'évoquais tout à l'heure, parmi les salariés, là encore, une majorité d'hommes, une minorité de femmes, mais un petit peu plus que de femmes que parmi les dirigeants. On est sur 12% de femmes au global, des chiffres qui évoluent peu sur longue période, et des chiffres également qui sont très semblables selon que l'on considère des petites structures, les 1 à 5 salariés, ou des structures beaucoup plus importantes comme les 50 salariés et plus. L'âge des salariés, en moyenne 35 ans, donc des salariés jeunes, avec effectivement une phase de vieillissement entre guillemets de la population salariée qui a été constatée jusqu'en 2020 et désormais une stabilisation donc sur ce niveau relativement faible. En revanche, concernant l'examen de ces résultats par taille d'entreprise, on considère qu'effectivement il y a une corrélation positive entre l'âge des salariés et la taille des entreprises. On passe de 32,5 pour les 1 à 5 salariés à 38,5 ans pour les 50 salariés et plus. L'ancienneté était montée à 7,5 ans pendant la période Covid, elle est retombée à 6,5 ans en 2022. Nouveau petit tassement, on revient aux 6 ans de moyenne qui étaient observés pendant les années 2014 et 2016. Là encore, l'ancienneté au sein de l'entreprise s'accroît avec la taille de l'entreprise. On passe de 4,5 ans pour les 1 à 5 à 7 ans pour les 50 salariés et plus.
La ventilation des effectifs salariés selon la nature des contrats. On est bien évidemment ici sur une photographie au 31-12. Donc, c'est à prendre en considération et c'est ce qui explique la très faible part, notamment des contrats saisonniers, 2% du total, des autres CDD, 2%. Et le contrat roi, c'est le CDI, 81%, quelques 91 100 salariés en CDI au sein de la profession. Également, vous noterez la part conséquente de l'apprentissage, quelques 14 500 salariés apprentis au 31 décembre 2024, un chiffre qui d'ailleurs est à son maximum en proportion comme en valeur absolue, puisque l'effectif salarié a progressé par rapport aux observations des années précédentes. Vous avez ici la ventilation des salariés selon les niveaux de formation, chose que l'on a déjà d'ailleurs partiellement aperçue tout à l'heure sous un autre angle. Je passe relativement vite sur ce résultat, compte tenu du temps qui nous est imparti. Vous avez ici la répartition des salariés selon leur classification. Les employés représentent 11% du total des salariés profession, chiffre très stable par rapport aux 2 dernières années. 71,5%, donc l'essentiel bien évidemment des effectifs relève de la catégorie employés. On est sur un chiffre qui est en proportion plutôt à la baisse, mais j'insiste sur le en proportion, puisque comme on est sur un effectif qui est lui-même croissant, ça ne signifie pas que le nombre d'ouvriers s'est réduit au sein de la profession, au contraire. On est sur 9% de techniciens agents de maîtrise et 8,5% de cadres. Ce que vous pourrez noter, c'est deux choses. D'abord, c'est le fait que ces proportions varient assez sensiblement quand même selon que l'on considère des petites structures ou les plus grosses. Les plus grosses où, bien évidemment, la part des ouvriers va être moindre, seulement 58% versus 75% pour les 1 à 5 donc d'ouvriers, et une part beaucoup plus importante de techniciens et agents de maîtrise, et dans une moindre mesure également de cadres. À l'inverse, vous noterez que les postes d'employés sont beaucoup plus présents en proportion dans les petites structures. Autre élément à noter qui ne vous surprendra pas si vous connaissez un tout petit peu la profession, voire même si vous la pratiquez, c'est une répartition très, très différenciée selon que l'on considère les hommes ou les femmes. Parmi la population masculine, 78% d'ouvriers contre seulement 23% parmi la population féminine. À l'inverse, 5,5% des hommes sont des employés contre la moitié de l'effectif féminin. Répartition des salariés maintenant selon la durée du travail. Le temps plein est vraiment de règle au sein de la profession. C'est 95% effectivement des contrats de travail qui sont à temps plein, un petit 5% de temps partiel. On est sur des chiffres qui évoluent et effectivement sont un petit peu différents selon la taille des entreprises où le temps partiel est un petit peu plus fréquent dans les petites structures, mais c'est surtout une différence homme-femme qui est à noter avec la quasi-totalité, 97% des hommes à temps plein, alors que parmi la population féminine, on a 18,5% de temps partiel. L'intérim, le nombre de salariés employés en équivalent temps plein au sein de la profession en 2024, c'est 2,5% de l'équivalent temps plein. C'est quelques 2800 salariés qui seraient donc à rajouter au dénombrement que je vous ai présenté tout à l'heure. Un chiffre qui est donc faible et qui est sur un niveau plancher par rapport à ce que l'on a pu observer les années précédentes. Les salariés mis à la disposition d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, les GEC. On est sur 1,5% des salariés, ça représente quelques 1700 personnes. Et puis la mise à disposition par des structures employant des travailleurs handicapés,
tels que les ESAT, on est sur une estimation de 0,5% de l'emploi salarié, soit quelques 550 salariés. Des chiffres qui, pour les GEC comme pour les AT, finalement, varient assez peu d'une année sur l'autre. On vient de passer en revue tout ce qui concernait la structure des effectifs salariés, mais qu'en est-il des mouvements de personnel au cours de l'année 2024 ? Eh bien, au cours de l'année 2024, la profession a procédé à quelques 30 700 embauches, pour, en regard, quelques 26 600 départs. On est donc sur des taux d'embauche, taux de départ qui sont de l'ordre de 25%, très précisément 27,5% pour les taux d'embauche et 24% pour le taux de départ. Et résulte de ces mouvements de personnel, il y a un solde d'embauche-départ qui est positif, un solde de 4100 personnes supplémentaires donc, qui sont venues s'ajouter effectivement aux salariés de l'année précédente. Ces variations vous sont données à intervalle de 2 ans, mais elles ne portent que sur l'année écoulée. C'est 4100 emplois supplémentaires sur l'année 2024. Ce solde d'embauche-départ de 4100 salariés, bien, comme vous le voyez, il concerne toutes les strates de taille d'entreprise. Toutes sont orientées à la hausse. 400 emplois créés dans les 1 à 5, 250 sur les 6 à 9, etc. etc. Et bien évidemment, ce sont les structures de taille les plus importantes, et notamment les 20 à 49 salariés, qui enregistre la progression d'emploi la plus importante, 1450 salariés supplémentaires pour les 20 à 49 sur cette année 2024. La grosse surprise, c'est la ventilation effectivement de ces soldes d'embauche-départ selon les régions, puisque j'ai beaucoup insisté depuis le début sur la place tout à fait singulière de la région PACA, mais là aussi, place singulière, mais totalement à l'opposé de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, puisque c'est la seule région qui a vu son effectif salarié se réduire, 250 salariés en moins au cours de l'année 2024, alors qu'à l'inverse, des régions poids lourds comme l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais également des régions plus modestes comme Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, sont au-delà de 500 emplois créés par région. On a vu tout à l'heure la structure des effectifs salariés. Maintenant, si on regarde justement ce qu'il en est des mouvements de personnel, on voit qu'il y a 34,5% des embauches qui ont eu lieu en CDI. Mais on a évidemment une part importante de contrats d'apprentissage, 25%, mais aussi de contrats de saison, 13,5% du total, et les autres CDD, les CDD pour surcroît d'activité, à 25,5% du total. Les secteurs de provenance des CDI qui ont été embauchés, eh bien, il y a une forte endogamie, je dirais, au sein du secteur, avec 45% des salariés qui provenaient d'autres entreprises du secteur du paysage, mais pas seulement. On a aussi un vrai débouché en tant que première expérience, c'est 28% des embauches qui ont été réalisées en CDI. Et puis, il y a un petit peu de venue de secteurs connexes, comme le BTP, des secteurs également, des gens qui viennent des collectivités, de la reconversion, sans pour autant que l'on sache précisément d'où proviennent ces salariés. La répartition des départs maintenant selon les motifs, le premier motif de départ, c'est logique, c'est la fin de contrat saisonnier, c'est 30% du total, devant les fins de contrat d'apprentissage, 24,5%, et les fins d'autres CDD, 15%. Si on fait abstraction de ces motifs qui sont totalement liés, je dirais, à la partie flexible des emplois, les démissions, elles, atteignent 16,5% du total des départs. Où se sont dirigés les salariés démissionnaires? Eh bien, pour la plupart, ils se sont dirigés vers une autre entreprise du bâtiment, 47%.
Ils se sont dirigés également vers d'autres secteurs. Ils ont procédé à des créations d'entreprises pour 14% d'entre eux. Ils ont intégré, toujours dans le domaine du paysage, une collectivité locale pour 8% d'entre eux. Et puis, on a un petit 6% qui sont partis vers le bâtiment et les TP, et un 25%, le quart d'entre eux quand même, qui, eux, ont totalement changé de secteur d'activité. On a posé la question aux chefs d'entreprise, savoir s'ils rencontrent des difficultés de recrutement. Eh bien, il y a 54% des entreprises aujourd'hui ou des chefs d'entreprise qui répondent par l'affirmative à cette question. Un chiffre qui est en léger tassement par rapport à ce que l'on avait pu enregistrer en 2020-2022, mais qui reste quand même particulièrement conséquent. 54% pour les permanents et 20%, là un chiffre plutôt en croissance, en ce qui concerne les difficultés de recrutement de personnel saisonnier. Vous avez ici une carte des difficultés de recrutement. Là encore, une apparence très différente de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, puisqu'on s'aperçoit que les difficultés majeures sont perçues dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et en Île-de-France, beaucoup plus effectivement, et en Corse, excusez-moi, j'oubliais la Corse, beaucoup plus effectivement que sur les régions poids lourds ou sur d'autres régions, effectivement, où on a vu les créations d'entreprises, les créations de postes particulièrement importantes, je pense à la Nouvelle-Aquitaine ou à l'Occitanie. Vous avez ici la ventilation des proportions d'entreprises qui déclarent rencontrer des difficultés de recrutement selon les types de postes. Vous voyez qu'on a des difficultés, je dirais un petit peu partout, mais ce sont essentiellement les ouvriers et les chefs d'équipe qui font l'objet de ces difficultés. Les types de difficultés, les motifs pour lesquels on rencontre des difficultés, eh bien en fait, qu'il s'agisse du personnel permanent ou du personnel saisonnier, on est sur des motifs qui sont assez similaires. En tout premier lieu, le manque de motivation des candidats. En second lieu, l'absence de candidature qui s'alterne avec les problèmes de qualification. Et puis en dernier point, les complexités de recrutement. Mais comme vous pouvez le constater, là, on est sur des taux de citation bien moindres, de l'ordre d'une 30%. Le sujet des salaires est évoqué, mais comme vous le voyez également, on est sur des taux de citation nettement plus faibles, de l'ordre de 15%, tant pour le personnel permanent que pour les saisonniers. L'évolution prévue des effectifs, je vous rappelle que cette interrogation a eu lieu donc entre le mois de mars et le mois de juillet. Les choses ont peut-être évolué depuis. Toujours est-il qu'à cette époque-là, 63% des entreprises envisageaient de maintenir stables leurs effectifs, 35% de les accroître et seulement un petit 2% envisageaient de réduire les effectifs de leur entreprise. On reste donc sur une dynamique qui, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, avec des chiffres qui sont très proches de ceux recueillis à l'issue des années 2022, 2020 et même 2018, on reste donc sur une dynamique de croissance d'emploi très favorable. 51% des entreprises envisagent de recruter donc des apprentis dans les 12 prochains mois, quelques 14 300 apprentis, avec une situation qui pourtant en termes d'aide au recrutement de ces apprentis va être effectivement moins favorable. On verra ce que ça donnera effectivement à l'issue de la prochaine enquête qui aura lieu donc à l'issue de l'année 2026. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et juste un éclairage peut-être sur la formation en guise de conclusion. La part de salariés qui ont bénéficié d'une formation s'était sensiblement réduite en 2022. Elle est à nouveau orientée à la hausse et elle atteint même un niveau maximum, un niveau plafond à 29%, avec des taux bien évidemment très différenciés selon la taille des entreprises, 15% des structures de 1 à 5, contre 52% des structures de 50 salariés et plus. Et des formations, bien évidemment, qui sont avant tout dirigées vers les ouvriers, avec un pourcentage de salariés formés de 75% pour cette catégorie.